Diego Garcia avait toujours pensé que les héros étaient l'apanage des films, pas des pères célibataires croulant sous les factures en retard et ayant une fille qui rêvait de devenir danseuse. Mais cet après-midi gris de février, dans un parc près de la rivière Manzanares, il comprit que la vie ne demande parfois pas la permission pour vous transformer en protagoniste d'une histoire dangereuse. Sofia, avec son manteau rose et les tresses qu'elle détestait faire le matin, courait après un pigeon en riant avec cette joie qui illuminait tout autour d'elle. Diego l'observait avec un mélange de tendresse et de fatigue. Depuis qu'il avait quitté l'armée et obtenu un emploi d'ingénieur en sécurité dans une entreprise technologique, sa vie s'était réduite à 3 priorités: sa fille, son travail et maintenir ces 2 mondes aussi éloignés que possible de son passé. Cependant, le destin avait d'autres plans. À quelques mètres du banc où Diego lisait un rapport, une voiture noire s'arrêta brusquement. 2 hommes en descendirent avec des mouvements coordonnés, comme s'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Sur la banquette arrière, une jeune femme aux mains liées tentait de se débattre. Diego leva les yeux juste au moment où l'un des hommes la frappait pour la faire taire. Personne d'autre dans le parc ne sembla le remarquer. Ce fut Sofia qui, avec l'innocence de ses 8 ans, pointa la scène du doigt et dit d'une voix tremblante: « Papa, cette dame a besoin d'aide. » Ces mots déclenchèrent quelque chose de profond en Diego, quelque chose qu'il croyait enterré avec son uniforme. En moins de 3 secondes, il courait déjà vers la voiture. L'instinct militaire remplaça le calme de l'ingénieur. Il frappa la portière du côté passager juste au moment où le véhicule tentait de démarrer. L'un des hommes se tourna pour l'affronter, mais Diego le tira dehors d'un coup sec, l'immobilisant avec une clé rapide. Le second tenta de sortir une arme, mais Diego le désarma d'un mouvement brusque qui lui coupa le souffle. La femme profita du chaos pour sortir de la voiture, titubant. Diego la retint avant qu'elle ne tombe. « Calme-toi, c'est fini », lui dit-il d'une voix ferme. Le son lointain d'une sirène les obligea à agir vite. Les agresseurs s'enfuirent, abandonnant la voiture. Lorsque la police arriva, la femme avait disparu. Il ne restait que Diego, sa fille, et un témoin qui ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Ce soir-là, alors que Sofia dormait en serrant son peluche préféré, Diego ne pouvait cesser de penser aux yeux de la femme. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de peur et de détermination qui lui rappelait les soldats qu'il avait vus dans les missions les plus dures. Le lendemain matin, tout sembla revenir à la normale. Diego emmena Sofia à l'école, se rendit au bureau et plongea dans les plans de sécurité d'un nouvel immeuble gouvernemental. Mais en rentrant chez lui, il trouva la porte entr'ouverte. Son premier réflexe fut de protéger. Il entra lentement, le cœur battant comme autrefois. Dans la cuisine, une silhouette féminine l'attendait, assise, avec une tasse de café fraîchement servie. C'était la femme du parc. « Il fallait que je te parle, » dit-elle. « Je m'appelle Elena Ruiz. » Diego ne savait s'il devait se sentir soulagé ou inquiet. La femme expliqua qu'elle n'était pas une victime ordinaire. Elle travaillait comme analyste pour l'unité des délits cybernétiques du parquet, et ce qu'il avait vu dans le parc n'était pas un simple enlèvement. C'était une partie d'une opération secrète qui avait mal tourné. Elle avait découvert un réseau de vol de données gouvernementales lié à une entreprise technologique au contrat faramineux. La même entreprise où travaillait Diego. Le choc fut immédiat. Diego pensa à son patron, au projet qu'il avait supervisé. Rien ne semblait illégal, mais les indices mentionnés par Elena étaient trop précis. Elle avait besoin de preuves pour dénoncer les responsables, et le seul à pouvoir accéder au système de sécurité interne, sans éveiller de soupçons, était lui. Diego secoua la tête. « J'ai une fille. Je ne peux pas retourner dans ce monde. » Elena le fixa. « C'est précisément pour ça que tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ceux qui viendront après moi n'hésiteront pas à utiliser Sofia pour t'y forcer. » Cette nuit-là, Diego ne dormit pas. Il passa des heures à observer le reflet des lumières de la rue sur la fenêtre, se remémorant les missions où la frontière entre ce qui est juste et ce qui est dangereux était trop fine. À 6 heures du matin, il avait pris une décision. Si le danger les avait déjà rattrapés, se cacher ne servirait à rien. Les jours suivants, il feignit la normalité. Il emmenait Sofia à l'école, souriait au travail, saluait les voisins, mais le soir, il retrouvait Elena dans un petit café de lave-à-pied où les clients habituels étaient trop discrets pour poser des questions. Ensemble, ils examinaient des fichiers, des enregistrements
et des courriels cryptés qui révélaient un schéma de corruption impliquant politiciens et hommes d'affaires. Plus ils enquêtaient, plus le danger devenait réel. Une semaine plus tard, Diego rentra chez lui avec Sofia après son cours de danse. La petite fredonnait une chanson quand elle remarqua une voiture garée devant l'immeuble. « Papa, cette voiture nous suit depuis le coin de la rue. » Diego sentit un frisson lui parcourir le dos. Ils montèrent rapidement et, sans un mot, il prépara un sac à dos avec des documents, de l'argent liquide et leur passeport. Quelques minutes plus tard, ils roulèrent sur l'autoroute A2 en direction de Saragosse, laissant derrière eux tout ce qu'ils connaissaient. Pendant le trajet, Sofia demanda s'ils partaient en vacances. Diego mentit doucement. « Oui, ma chérie, des vacances surprises. » Mais en réalité, ils ne savaient pas où ils allaient. Elena l'appela au crépuscule. Elle avait été démasquée. Sa maison avait été cambriolée, ses ordinateurs saisis. Elle n'avait réussi à s'échapper qu'avec une copie des fichiers les plus importants. « Il nous traque, Diego, » dit-elle essoufflée. « Mais il y a quelqu'un à Valence qui peut nous aider. » Ils arrivèrent à Valence à l'aube. Diego loua un appartement temporaire sous un faux nom. Sofia dormait sur le canapé tandis qu'Elena arrivait, épuisée et couverte de poussière. Elle portait un petit sac à dos avec un disque dur enveloppé dans un sac en tissu. « Tout est là-dedans, » dit-elle. « C'est un transfert, courriel. Si nous parvenons à le remettre aux bonnes personnes, c'est fini. » Mais le temps jouait contre eux. À midi, la télévision locale diffusait des images de Diego et Elena, qualifiés de suspects pour vol d'informations confidentielles. Le visage de Diego à l'écran le glaça. Sofia, innocente, demanda pourquoi il passait à la télévision. « C'est une erreur, » mentit-il. « On va bientôt régler ça. » Elena expliqua qu'on avait manipulé les preuves pour les accuser. Le réseau avait du pouvoir et des contacts à tous les niveaux. Elena proposa de fuir le pays, au moins jusqu'à ce qu'elle puisse contacter un agent d'Interpol qui lui devait une faveur. Diego refusa. « Je ne peux pas élever ma fille en me cachant pour toujours. Si nous devons les affronter, ce sera ici. » Ce fut alors qu'Elena comprit que cet homme, qui ne voulait que protéger sa fille, était sa seule chance réelle de justice. Cette nuit-là, sur le balcon de l'appartement, alors que Sofia dormait, Diego et Elena parlèrent de plans, de voies d'évacuation, d'alliés possibles. Mais entre les cartes et les stratégies, il y eut aussi de longs silences, des regards qui en disaient plus que ce qu'ils voulaient admettre. Elena, habituée à la solitude de son travail, découvrit qu'il y avait quelque chose de profondément humain dans la façon dont Diego privilégiait la tendresse à la violence. Et Diego, qui croyait avoir fermé son cœur après son divorce, ressentit un calme inconnu en présence de cette femme qui n'avait pas peur d'affronter le danger. À l'aube, un bruit les réveilla. Un coup sec à la porte. Diego se leva immédiatement, faisant signe à Elena de réveiller Sofia. Par la fenêtre, il vit des ombres bouger. Ils avaient peu de temps. Ils descendirent par l'escalier arrière de l'immeuble juste au moment où la porte principale explosait. Des hommes armés, vêtus de noir, firent irruption dans l'appartement. Diego les entendit crier son nom, confirmant que le piège s'était refermé. Ils parvinrent à atteindre la voiture et s'éloignèrent à toute vitesse. Elena donnait des instructions pendant que Diego conduisait sur des routes secondaires. « Nous devons atteindre le port de Dénia, » dit-elle. « De là, nous pouvons embarquer pour Ibiza. J'ai des contacts qui nous cacheront. » Diego serra le volant. Ibiza. Encore. Comme si le destin les poussait toujours vers la mer. Alors que la voiture disparaissait entre les oliveraies, Sofia se réveilla à l'arrière, confuse. « Papa, on joue aux espions ?» Diego la regarda dans le rétroviseur et, pour la première fois depuis des jours, sourit. « Oui, mon amour, mais cette fois, nous sommes les gentils. » Le ferry pour Ibiza partit à l'aube. La mer semblait calme, mais Diego ne pouvait se détendre. Il observait l'horizon comme s'il s'attendait à ce qu'une menace surgisse des vagues à tout moment. Elena, épuisée, dormait sur le siège à côté, et Sofia, indifférente au danger, dessinait dans un carnet acheté au port. Elle dessinait 3 silhouettes se tenant la main. « C'est nous, papa, » dit-elle avec un sourire. Diego la regarda, la gorge nouée. Il ne savait pas combien de temps il pourrait préserver cette innocence. À leur arrivée sur l'île, ils prirent une voiture de location et se dirigèrent vers un petit hostel à la périphérie de Santa Eulalia. Le propriétaire, un homme aux cheveux gris nommé Lorenzo, ne posait pas beaucoup de questions. Cela plut à Diego. Il utilisa un faux nom, paya en liquide et demanda qu'on n'enregistre pas son passeport.
Il semblait être une famille de touristes parmi d'autres en quête de tranquillité, mais Diego savait que chaque minute comptait. Elena installa son ordinateur portable sur une table de la salle à manger et commença à examiner les fichiers du disque dur, pendant que Sofia regardait des dessins animés dans un coin. « Il nous faut une connexion sécurisée pour envoyer ces informations », murmura Elena. « Si nous parvenons à les transmettre à mon contact à Interpol avant qu'il ne nous localise, tout sera fini. » Diego l'observa attentivement. « Et sinon ?» Elle le regarda sans répondre. La réponse était évidente. Il n'y aurait pas de seconde chance. Cette nuit-là, alors qu'Elena travaillait en silence, Diego sortit sur le balcon de l'hostal. De là, on voyait la mer scintiller sous la lune. Il pensa à sa vie d'avant tout cela. Les vendredis chez Casa Lucio, les discussions sur les costumes et les notes scolaires, les rires de Sofia. Tout semblait si loin, comme si cela appartenait à une autre vie. À minuit, il entendit des pas dans le couloir. Diego prit son arme, une petite pistolet qu'il avait récupérée dans son ancien équipement militaire rangé dans la voiture, et attendit. La porte s'ouvrit lentement. Un homme entra, vêtu de noir, avec un silencieux à la main. Diego agit avant qu'il ne puisse tirer. Le coup se perdit dans le mur. Un second mouvement, un coup sec, et l'intrus s'effondra, inconscient. Elena accourut depuis la salle à manger, alarmée. « Ils nous ont trouvés, » dit Diego. « Rassemble tout, on part maintenant. » En moins de 10 minutes, ils étaient sur la route, Sofia dormant à l'arrière, serrant sa peluche. Elena regardait la carte sur son téléphone, cherchant des itinéraires alternatifs. On peut se réfugier dans une ferme abandonnée au nord. Un de mes contacts l'a utilisé comme point de surveillance il y a des années. Diego acquiesça. Il roulait sans phare quand, dans le rétroviseur, 2 feux apparurent, se rapprochant. « Ils nous suivent », murmura-t-il. Il accéléra. Les pneus crissèrent dans un virage serré. Les coups de feu brisèrent le silence de l'aube. Sofia se réveilla en criant. Elena la couvrit de son corps pendant que Diego tournait brusquement sur un chemin de terre. Après plusieurs minutes de poursuite, la voiture ennemie perdit le contrôle et s'écrasa contre un rocher. Diego arrêta le véhicule loin de la route. Sofia tremblait, mais ne pleurait pas. « Tout va bien, mon amour », dit-il doucement. Elena le regarda avec admiration et peur. « Tu es incroyable. » Diego secoua la tête. « Je suis juste un père qui fait ce qu'il doit. » Dans la ferme abandonnée, à l'aube, ils installèrent un centre d'opération improvisé. Elena parvint à connecter son ordinateur à une vieille antenne parabolique et, après plusieurs tentatives, établit une communication cryptée avec un contact de confiance, l'inspectrice Marta González du département des crimes organisés. Diego se tendit en entendant ce nom. Cette femme avait été impliquée dans l'affaire Vega quelques mois plus tôt. « Peut-on lui faire confiance ?» demanda-t-il. Elena hésita, mais acquiesça. « S'il y a quelqu'un de propre dans le système, c'est elle. » Martha répondit lors d'une vidéoconférence brève et nerveuse. Elle confirma que le réseau avait étendu son influence jusqu'au ministère de la Défense. « Il n'y a nulle part où se cacher, » dit-elle. « Mais si je récupère les fichiers originaux, je peux mobiliser une équipe d'intervention sans qu'ils s'en aperçoivent. » Elena lui envoya le paquet crypté. « Envoie-le directement à Bruxelles. S'il nous arrive quelque chose, que le monde le sache. » Martha hocha la tête et coupa la connexion. Diego savait que le temps était compté. « Ils viendront avant l'aube, » dit-il. Elena le fixa. « Alors, il nous suffit de tenir quelques heures de plus. » Ils préparèrent la défense du lieu. Diego installa des pièges improvisés, bloqua les fenêtres et vérifia les munitions. C'était comme retourner au front, mais cette fois, sa mission avait un nom et un visage. Sofia. À 3 heures du matin, le silence fut brisé par le rugissement de moteur. 2 4x4 s'arrêtèrent devant la ferme. Des hommes armés descendirent avec des lampes torches. Diego éteignit les lumières intérieures et dit à Elena de rester avec Sofia dans la pièce du fond. « S'il arrive quelque chose, sors par la porte de la grange et cours dans la forêt. Ne t'arrête pas. » Elena lui saisit le bras. « Je ne te laisserai pas seul. » Diego sourit, fatigué. Ce ne serait pas la première fois qu'une procureure désobéit aux ordres. Les premiers tirs traversèrent la façade. Diego répondit depuis la fenêtre, se mettant à couvert derrière une colonne. Les assaillants avançaient rapidement, mais il connaissait mieux le terrain. Il utilisa une vieille grenade fumigène pour couvrir le flanc et abattit 2 hommes. Elena, depuis la porte arrière,
parvint à neutraliser un autre avec une arme récupérée sur l'intrus de la nuit précédente. L'air s'emplit de cris et de poussière. Au milieu du chaos, Sofia se mit à pleurer. Elena la serra fort, lui murmurant que tout irait bien. Diego recula vers elle tandis que les assaillants encerclèrent la maison. Alors que tout semblait perdu, un grondement secoua la ferme. Un hélicoptère descendit du ciel, arborant les lumières de la Guardia Civile. Martha avait tenu parole. Les hommes armés tentèrent de fuir, mais furent encerclés. En quelques minutes, tout était fini. Diego, couvert de poussière et de sueur, sortit les mains levées pour éviter tout malentendu. Martha descendit de l'hélicoptère, l'air sévère, mais en le voyant, elle sourit. « Je savais que tu serais encore en vie. » Elena s'approcha, tenant Sofia dans ses bras. « On a réussi, » murmura-t-elle. Martha prit le disque dur et le rangea dans un sac à scellés. « Ça va changer beaucoup de choses. » Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires, de déclarations et de mesures de sécurité. Le réseau tomba une semaine plus tard. Des hommes d'affaires, des politiciens et des militaires furent arrêtés lors d'une opération coordonnée dans 3 pays. Les médias surnommèrent l'affaire le cas Manzanares, en référence au parc où tout avait commencé. Diego et Sofia furent temporairement transférés dans une résidence protégée à la périphérie de Barcelone. Elena restait sous protection judiciaire pendant le traitement des preuves. Pendant des semaines, Diego eut du mal à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revivait les coups de feu, les poursuites, la peur. Mais voir Sofia jouer dans le jardin avec d'autres enfants lui rappelait pourquoi il avait tout fait. Un après-midi, alors qu'il prenait un café sur le porche, il reçut une visite inattendue. C'était Elena. Elle portait des vêtements civils et arborait un sourire timide. « Ils m'ont libéré, » dit-elle. « Grâce à toi. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter. Elena lui raconta que le procès était en cours et que Vega, le véritable cerveau, faisait face à plus de 20 chefs d'accusation. Ils ont dit que quelqu'un avait filtré des informations cruciales depuis l'intérieur du système, expliqua-t-elle. Diego haussa un sourcil. Martha? Elena sourit. Elle ne l'admettra jamais, mais oui. Avec le temps, la vie retrouva une certaine normalité. Sofia retourna à l'école, Diego décrocha un emploi à distance dans une entreprise d'ingénierie environnementale et Elena fut transférée au parquet européen à Madrid. Mais le lien qui les unissait était désormais indissoluble. Chaque week-end, ils se retrouvaient à Alcalá de Henares, dans une petite maison avec jardin. Sofia adorait cet endroit. Là, elle pouvait courir librement, peindre, rire sans crainte. Un après-midi de printemps, alors qu'ils partageaient un dîner en plein air, Sofia leur montra un dessin. Il représentait un grand arbre sous lequel 3 personnes se tenaient de la main. « C'est encore nous, » dit-elle. Elena la serra dans ses bras. Diego l'observa avec tendresse et pensa qu'après tout, peut-être que les héros n'étaient pas l'apanage des films, mais des gens qui, malgré la peur, décident de faire ce qui est juste. Au fil des mois, les rencontres devinrent plus fréquentes, les conversations plus longues, les silences plus confortables. Une nuit, alors que Sofia dormait, Diego et Elena restèrent sur la terrasse à regarder les étoiles. « Tu sais ce que je pensais quand je t'ai rencontré ?» demanda-t-il. « Que tu étais un problème. » Elena rit. « Et toi un homme trop sérieux. » Ils restèrent silencieux un moment jusqu'à ce que Diego prenne sa main. « Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. » Un an plus tard, lors d'une petite cérémonie dans l'église d'Alcalá, Diego et Elena se marièrent. Sofia fut la demoiselle d'honneur, portant une robe blanche ornée de fleurs. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait, Sofia leva la main en riant. « Ça seulement si on ne me laisse pas manger de gâteau après. » Tout le monde éclata de rire. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Elena regarda Diego et murmura « Tout a commencé par une petite fille qui voulait aider. » Il hocha la tête. « Et ça s'est terminé par une famille qui a appris à ne plus avoir peur. » Parfois, pensa Diego, il suffit d'une question innocente pour tout changer. « Papa, est-ce qu'on peut l'aider ?» Oui, il le pouvait. Et il l'avait fait.